Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 477 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui au programme, dans l'image de la semaine, nous allons revenir sur l'assaut Gare de Lyon et le traitement médiatique de cette affaire. D'abord présenté comme un déséquilibré, les médias ont bien dû reconnaître que l'acte était motivé par la haine de la France et des Français. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à l'extrême droitisation du réel et comment le système politico-médiatique s'en sert comme une arme. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait du jour, en partenariat avec Logim, sera consacré à Anna Cabana, qui est la parfaite illustration des liens très très privés entre politique et journalisme. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, de la commenter, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne de TV Liberté pour soutenir l'information alternative de qualité. Immédiat numéro 477, on y va. La météo de l'info, c'est le couteau et les ciseaux. Le couteau qui poignarde, les ciseaux qui censurent, ceux qui décrivent la réalité. La censure, elle est multiforme. C'est la censure de la dissolution des associations patriotes par M. Darmanin. Pas plus tard qu'hier, la Citadelle à Lille. La censure, c'est l'opération montée par la mairie du 10e arrondissement, le Parti socialiste, le Parti communiste, la CGT Spectacle, pour obtenir du théâtre du Gymnase qu'ils retirent leur salle pour la cérémonie des Bobards d'Or. Je précise que cette cérémonie aura lieu le 5 mars, quelles que soient les tentatives de censure. La censure, c'est aussi ce texte en discussion à l'Assemblée nationale qui vise à interdire, à pénaliser, dans le cadre de la loi Pleven, les propos qui seraient contraires à la doxa médicale du moment. Et donc, nous avons une société, un pouvoir qui tient de plus en plus par les ciseaux d'Anastasie, les ciseaux de la censure. On commence dans l'image de la semaine par cette attaque au couteau Gare de Lyon par un Malien de 32 ans qui s'en est pris aux passants. Tout d'abord, dans la mise en scène médiatique de l'attaque, on a mis en avant l'agent de sécurité qui est intervenu, d'origine africaine lui aussi. La réalité est plus complexe. 3 personnes seraient en fait intervenues avant cet agent de sécurité pour arrêter le Malien. Il s'avère que leur rôle aurait été aussi complètement sous-coté. Leurs prénoms, Christophe, Claude et Guilhem, les héros oubliés de l'attaque anti-française de la gare de Lyon. Ni la mairie de Paris, ni le gouvernement n'ont pris de leurs nouvelles, selon le Parisien. Jean-Yves, pourquoi est-ce qu'on met en avant certains héros et pas d'autres ? C'est emblématique de la désinformation. C'est-à-dire que dès que l'événement survient, on met en avant la folie de l'attaquant pour occulter l'aspect politique. On verra quel est l'aspect politique de cette attaque anti-française, ouvertement anti-française. C'est occulté. On dit qu'il est fou. Il est fou. Et puis, on explique, malheureusement, il y avait un brave agent de sécurité d'origine africaine qui a rétabli les choses. Or, il est intervenu après les 3 Européens, les 3 locodermes, pourront-on dire, qui, eux, sont occultés. Alors, évidemment, ensuite, on va découvrir la réalité. Mais quand l'événement se produit, quand il est au son maximum d'impact médiatique, c'est la désinformation qui prévaut. Alors on s'interroge sur les motivations de l'assaillant et les médias ont très vite déclaré qu'il était fou, qu'il était déséquilibré. L'écrivain Renaud Camus commente sur Twitter « À peine il vous tue au couteau, ils sont déclarés marteaux ». Ce qui est notable, c'est qu'au niveau de ce traitement médiatique, comme on l'a dit, France Info titre « Attaque au couteau d'un déséquilibré ». Et je lisais le JDD à ce sujet et on apprend qu'un étranger
peut obtenir sa protection en raison de troubles psychiatriques, je cite. Le JDD nous apprend que les troubles psychiatriques sont même, en France, les motifs les plus demandés pour obtenir la protection. De plus, l'Observatoire de l'immigration nous révèle une statistique impressionnante. Parmi les immigrés ayant obtenu un titre de séjour, un quart avait la santé mentale fragile. C'est facile en France, il suffit de déclarer qu'on est fou pour vivre aux frais de la princesse. Ben oui. Alors, c'est très intéressant cette histoire de fous, parce qu'en fait, ceux qu'on appelle fous, ce sont en général tout simplement des militants politiques. Ce sont des militants islamistes, dans le cas où ils attaquent au couteau au cri de Allah Akbar, et ce sont des militants panafricanistes dans le cas de Somalia. Mais on les déclare fous. Alors, c'est vrai que il y a une certaine base de statistiques, puisque se déclarer en mauvais état de santé mentale permet d'obtenir beaucoup d'avantages en France ou en Italie, puisque ce Malien venait d'Italie et avait obtenu un titre de séjour au moins provisoire en Italie, quoi. Concernant la communication autour de cette affaire, on constate une volonté très claire, c'est d'occulter les raisons de l'assaut, comme le souligne ce tweet de l'avocat Golnadel. Deuxième illustration de cette tentative d'étouffement de l'affaire, on apprend selon Livre Noir qu'il y a clairement une volonté de minimiser cette attaque d'après une source policière. Quelle aurait été la situation si l'assaillant avait été blanc et s'en était pris au noir? Est-ce qu'on aurait dit qu'il était fou? Non, on aurait mis en avant les motivations supposées racistes, supposées politiques, et puis, encore une fois, pas le même bruit médiatique. Hein, c'est-à-dire que là, dans le cas que vous citez, c'est l'ouverture de tous les journaux, tous les 20 heures, tous les journaux télévisés, c'est le maximum de bruit médiatique, quoi. Donc il y a beaucoup de biais, il y a une infinité de biais. Il y a le biais par le bruit médiatique, et il y a le biais par le temps de l'information. Premier temps, celui de la désinformation. Deuxième temps, celui de la réinformation. Mais le temps de la réinformation a beaucoup moins d'impact, fait beaucoup moins de bruit médiatique que le temps de la désinformation. Désinformer d'abord, il en restera toujours quelque chose, c'est la devise du pouvoir. Pour comprendre les réelles motivations de ce Malien, il suffit de consulter le compte TikTok présumé où il diffusait des vidéos anti-France. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Après avoir visionné ces vidéos, on comprend qu'il y a un discours de haine, certes, mais un discours construit et cohérent. Il ne s'agit pas d'un fou, en vérité, il s'agit d'un acte motivé par la détestation de la France et des Français. L'essayiste Céline Pina commente pour Le Figaro en évoquant le panafricanisme et la haine de l'Occident pour souligner l'idéologie derrière cette exaction. Du côté des réactions politiques, Éric Zemmour a qualifié cet acte de francocide, terme qu'il a conceptualisé par analogie au féminicide. Moi, je vais vous dire, ils sont ni fous, ni des loups solitaires, comme on a dit jadis. Il y a un mot très simple pour définir cela, c'est celui que j'ai inventé, qui s'appelle francocide. Ce Malien déteste la France et veut tuer des Français par haine de la France. Toujours est-il qu'on constate qu'avec le travail de ce qu'on appelle la fachosphère, les pouvoirs médiatiques et politiques ont bien été obligés de reconnaître la réalité de l'affaire. Jean-Yves, maintenant, grâce à Internet, on ne peut plus rien cacher. Non, mais ça arrive un peu après coup. Mais effectivement, la réalité de l'acte raciste anti-français, de l'acte du francocide apparaît. Alors, ce personnage, d'ailleurs, reprend au fond tous les poncifs de la culpabilisation, enseigné d'ailleurs, le paradoxe, enseigné dans les écoles françaises. Lui, il l'a peut-être amené directement du Mali, mais c'est ce qu'on enseigne dans les écoles françaises, le pillage des ressources de l'Afrique. Mais est-ce que les Africains, les ressources minérales, ils les avaient depuis des millénaires ? Ils ne les ont jamais utilisées, puisque c'est la technique européenne qui a permis d'utiliser ces ressources. Donc le pillage, ça n'a pas de sens en dehors de la technique qui permet de valoriser les biens du sous-sol, par exemple. L'esclavage, il vient du Mali. Le Mali, c'est au milieu du continent africain.
Et donc, s'il y a eu des esclaves qui sont venus du Mali, c'est parce qu'ils ont été vendus par des Africains à d'autres Africains, qui les ont vendus ensuite sur les côtes aux marchands d'esclaves européens. Et donc, il y a d'abord eu une traite intra-africaine avant qu'il y ait la traite occidentale. Donc on peut tout à fait déconstruire ce discours, mais qu'il pense sans doute sincèrement, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Voilà. Et c'est le discours qui est peut-être utilisé aujourd'hui en Afrique contre la France et les Français, mais c'est le discours que la gauche culturelle française enseigne dans les écoles françaises. De sorte que les médias ont bien été obligés de reconnaître in fine le caractère anti-France de l'attaque, mais également les magistrats dans un second temps, puisqu'on apprend que le parquet a bien décidé de reconnaître le caractère anti-France, sans doute que cela leur a coûté, et on hésite encore. Est-ce que le parquet national antiterroriste va intervenir ? Sinon, il y a une vraie volonté politique derrière, selon valeurs actuelles. Jean-Yves, ce contexte s'inscrit dans une montée des violences globales. Ce n'est pas la seule attaque des derniers jours. Lundi dernier, métro Stalingrad, un autre assaillant s'en est pris aux passants. Selon la sûreté RATP, la victime aurait été conduite à l'hôpital. On le voit bien, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Comme le montre la statistique relayée par l'excellent Marc Vanguard, que nous vous invitons à suivre, la France est sur Twitter. Sur Twitter, oui. La France est championne du nombre d'attentats. Jean-Yves, est-ce que c'est un simple sentiment d'insécurité, comme d'aucuns le disent, ou est-ce qu'il y a une vraie réalité de montée des violences globales ? Alors, il y a une vraie réalité des violences globales, puisque l'an dernier, les homicides ont augmenté de l'ordre de 10%, les homicides. Les tentatives d'homicide ont augmenté encore davantage. Les violences contre les personnes ont triplé en 30 ans. Et aujourd'hui, il y a eu une réunion des conseillers du commerce extérieur qui ont fait valoir que maintenant la France avait un problème d'attractivité pour les gens les plus qualifiés et pour les investissements étrangers en raison de la montée de l'insécurité. Donc qui non seulement est bien réelle pour ceux comme nous qui vivons en France, mais qui est aussi perçue par ceux qui à l'étranger pourraient y venir, soit pour faire du tourisme, soit pour y faire des affaires, soit pour y investir. Donc il y a une dégradation globale de l'insécurité, avec ce ministre nullissime, M. Darmanin, qui continue de parader sur les plateaux sans jamais être contesté par des médias incapables d'étudier la moindre statistique et de la faire contrevaloir aux affirmations mensongères de ce personnage. Il y a une étude de Xavier Hofer qui est sortie récemment à ce sujet. Alors, il y a effectivement une étude de Xavier Hofer qui est intéressante, parue dans Atlantico, puisque Monsieur Darmanin avait dit oui, il y a quelques mauvais chiffres, oui, il y a juste des chiffres de mauvais pour les violences aux personnes, pour les homicides, mais il y a des bons chiffres sur les cambriolages. Et effectivement, il a trouvé que le chiffre des cambriolages des habitations particulières avait baissé, sauf que dans les statistiques de son propre ministère, il y a 4 catégories de cambriolage. Il y a les biens particuliers, il y a les biens industriels, économiques, il y a les biens agricoles, et il y en a un 4e. Donc, et si on globalise les 4 catégories de cambriolage, on n'est pas dans une situation de baisse, mais dans une situation d'augmentation. Donc même là où M. Darmanin dit « voyez, j'ai des bons chiffres », c'est faux. C'est le serial menteur. Mais ça n'est un serial menteur que par la complicité des médias de grand chemin qui vont relayer sans faire le travail qui est fait sur les réseaux sociaux et les médias alternatifs, en l'occurrence par M. Hofer sur Atlantico. Merci Jean-Yves. Place maintenant au dossier du jour. Dans ce contexte de montée des violences globales, le système montre ses failles et accuse d'extrême droite tous ceux qui dénoncent ses faiblesses. Le dossier du jour, l'extrême droitisation ad nauseam. On le voit, il y a en ce moment une offensive de la part du système pour qualifier d'extrême droite tout ce qui ne lui plaît pas. Sylvain Tesson, les agriculteurs. En tout état de cause, il suffirait d'être blanc, hétérosexuel, de préférer les siens aux autres pour être d'extrême droite.
d'ultra-droite, voire de turbo-droite. Extrême droite. Il faut bien prononcer, Lucas, si vous me permettez. Extrême droite. Ah. Extrême droite. Il faut Excusez-moi. racler la C'est pas gorge. assez haineux. Oui, sinon c'est pas assez haineux. Voilà. Je m'entraînerai. Oui, voilà, on va s'entraîner. En réalité, c'est un moyen de pression du pouvoir politico-médiatique, un argument disqualifiant pour mener à la mort sociale celui dont il est l'objet. Absolument, c'est un instrument pour aboutir au silence. Vous n'avez pas le droit de dire cela, parce que sinon on va dire que vous êtes d'extrême droite, et ça c'est très mal. On le voit dans cette offensive à l'œuvre dans les unes du journal anarcho-bancaire Libération. 4 unes sur l'extrême droite, la contagion, le sondage qui fait peur. Mercredi matin, j'écoutais France Info qui nous parlait aussi de la montée de l'extrême droite dans les facultés. Extrême droite. Ah, c'est dur à... Extrême droite. Le géographe de renom Christophe Guilly, écrivain de la France périphérique, nous livre une analyse de cette méthode. On écoute la vidéo. Non mais l'extrême droitisation fait partie de la défense. Je veux dire, c'est le blindé, j'allais dire intellectuel de ces catégories supérieures. On extrême droitise absolument tout. Je veux dire, cette table peut être extrême droitisée, ce micro, cette chaîne, que sais-je encore, etc. Alors le propos de Guilly est intéressant. Il reprend un peu ce qu'a dit déjà Mathieu Bock-Côté, notamment dans son dernier livre sur le totalitarisme sans le goulag. C'est qu'effectivement, à force de tout extrême droitiser, l'argument va perdre un peu de sa force, parce qu'on ne peut pas extrême droitiser la réalité. Alors, il y a un affaiblissement de l'accusation d'extrême droite qui va maintenant être progressivement remplacé. On va carrément dire c'est des nazis. Voilà. Alors là, les nazis, c'est encore pire. Mais on voit déjà la dérive. Madame Tandelier, les écologistes, tout ça, dès que quelque chose leur déplaît, ils disent c'est les nazis. Alors là, les nazis, évidemment, ça fait encore plus peur. Et donc, on va passer de l'extrême droitisation à la nazification. Je ne sais pas ce que peut donner la nazification de la réalité. Il faudrait peut-être quand même que ces gens-là réfléchissent un peu. Et plus on s'éloigne de cette période de la Seconde Guerre mondiale, plus elle a un impact sur la force morale de ces arguments. Il n'y a pas une contradiction? Ah bah c'est incroyable, parce que moi quand j'avais votre âge, on se disait oui, bah, la Deuxième Guerre mondiale, on va en parler moins parce que ça s'éloigne. Et plus ça s'éloigne, plus on en parle. Mais il arrive parfois que ces ayatollahs de l'extrême droitisation aillent trop loin et se tournent en ridicule, comme en disant que Robinson Crusoe était un facho. Il domestique la nature, il tue les animaux, il contraint la nature, il capture un indigène dont il fait son esclave en vertu de sa nature primitive et il le fait travailler pour lui. Il le civilise en lui apprenant le capital. Et cette centralité du personnage de Vendredi. Alors cette autrice, c'est la quintessence de la bourgeoisie de gauche, qui s'exprime sur Mediapart. Là, on est dans le cœur du système dominant. C'est quand même... Ces gens-là sont fous. Jean-Yves, il y a cette peur entraînée par cette qualification, la peur de la mort sociale, la peur de la pression de la famille, des amis. L'exemple récent, c'est la jeune Mila, cette femme qui avait fait l'objet de haine sur Internet par des musulmans. On apprend que lors de cette affaire remontant à 2020, elle avait été forcée de dire des choses qu'elle ne voulait pas dire et de faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Je la cite, je reviendrai là-dessus, mais prochainement dans un podcast. J'étais plus jeune, plus faible. J'ai été forcé par mon entourage et des personnes plus haut placées qui m'ont mise sous pression. Aujourd'hui, je regrette affreusement ce communiqué où elle disait condamner l'extrême droite. Lorsque j'ai révélé publiquement qu'un Tchétchène était à mes trousses, Caroline Fourest m'a appelé pendant 1 heure pour me demander de supprimer ça, de ne pas révéler cette affaire. Ce qui est notable, Jean-Yves, c'est que la jeune fille a fait l'objet de pression de la part des autorités étatiques. Enfin, Mila nous apprend également qu'elle a été contrainte de se voir offrir un Coran par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Hafiz. Cette opération de communication était en fait le produit de pression politique. Face à ces pressions publiques et privées, l'écrivain Laurent Oberton nous livre quelques conseils pour lutter contre ce phénomène. N'en avoir rien à foutre, je cite. Vous avez écrit vous-même sur ce sujet de la diabolisation avec d'autres auteurs. Comment est-ce qu'on s'affranchit de la peur d'être qualifié d'extrême droite? Et alors, la force de la diabolisation, elle est dans la tête du diabolisé. Voilà, c'est le diabolisé qui intègre la diabolisation de l'ennemi. À partir du moment où le diabolisé
met une muraille de Chine entre sa tête et la diabolisation de l'ennemi, il redevient libre et il peut agir sans se laisser contraindre, sans s'excuser. Ce que raconte la jeune Mila est tout à fait juste. Dès que quelqu'un va être sous le feu de la diabolisation, il va recevoir 2 conseils de soumission. Le conseil de soumission des autorités et le conseil de soumission de l'entourage. Les entourages réagissent généralement très mal. Ils disent « aplatis-toi ». Aplatis-toi. C'est ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, dans le manuel de lutte contre la diabolisation que vous citez, et dont je recommande la lecture, c'est le meilleur vaccin possible contre la vaccination, beaucoup plus efficace que tous les autres vaccins. Le vaccin contre la diabolisation, c'est le manuel de lutte contre la diabolisation. Eh bien, dans ce manuel, je cite le cas d'un professeur de médecine, directeur de l'Institut de cancérologie de Lyon, M. Freyer, qui a fait un livre pour raconter la campagne de diabolisation qu'il avait subie contre certains de ses cours. Il n'a pas cédé, il n'a pas plié, il ne s'est pas excusé, il a résisté et il est resté en place. C'est ce qu'il fallait faire. Mais il avait effectivement, mais c'est un homme installé d'une 50aine d'années, qui avait peut-être davantage d'expérience que la jeune Mila, sauf qu'il a subi les mêmes pressions, les pressions de l'entourage, les pressions des autorités. Il faut avoir une force morale quand même. Oui, je pense. Pas facile. Oui. Mais il faut, c'est-à-dire quand quelqu'un est diabolisé, il faut qu'il prennent les bons conseils pour savoir comment lutter contre la diabolisation. Voyez-vous, je regrette de ne pas avoir offert mes conseils à Madame Oudéa Castéra dans son affaire de diabolisation à la suite de la scolarisation de ses enfants à Stanislas, parce que si elle avait suivi mes conseils, elle serait au firmament des bonnes opinions, alors qu'en s'excusant tous les 24 heures, aller au 36e dessous. Merci pour ces conseils, Jean-Yves. Place maintenant aux habituelles pastilles de l'info. Première pastille de l'info, c'est Papy Biden qui confond Mitterrand et Macron, la France et l'Allemagne. On regarde cette vidéo exceptionnelle. I was in the south of England, and I sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from France, looked at me and said, "You know, how long are you back for?" La presse a bien été obligée d'en parler, comme France Info qui titre « Joe Biden confond Emmanuel Macron et François Mitterrand lors d'un discours de campagne ». Cela fait presque de la peine, Jean-Yves. Celui qu'on surnomme Papy Biden semble confus. Les médias, pourtant, avaient été assez prompts à diagnostiquer beaucoup de maladies à Vladimir Poutine, comme le montrent tous ces titres qu'on projette à l'écran. Mais ils sont un peu plus lents à diagnostiquer Biden. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a 2 ans, on nous explique que Poutine était foutu, qu'il n'en avait plus pour quelques mois. Il a fait une grande interview auprès de Tucker Carlson. Il a l'air encore en forme. En tout cas, il n'a pas la confusion de Biden. Alors, Biden, ça pose quand même plusieurs problèmes. D'abord, ça fait déjà 2 ans qu'il commet ce genre de bévue. Simplement, on n'en parlait pas dans les médias de grand chemin. On en a déjà parlé ici il y a déjà plus de 2 ans. Maintenant, ça devient plus difficile à cacher. Mais ça pose un autre problème que les médias ne posent pas. Biden, manifestement, est hors d'état de gouverner. Mais c'est le président de ce qui est encore, pour le moment, la première puissance mondiale. Alors, qui gouverne la première puissance mondiale? Est-ce que les États-Unis sont encore une démocratie? Parce que dans un système démocratique normal, on considérerait, et la Constitution américaine le permet, que Biden est empêché, qu'il n'est plus en mesure de gouverner, et on le remplacerait. Et non, là, mais qui gouverne? Qui gouverne les États-Unis? Probablement l'État profond, des forces obscures, qui sont finalement très contents d'avoir cette marionnette qui n'est plus en mesure de prendre des décisions et qui doit avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil chaque jour. Voilà. Est-ce que vous pensez que les démocrates vont garder le même candidat ou le remplacer? Alors ça, c'est une question quand même très difficile.
parce que en campagne électorale, ça va être dur de cacher l'affaire. Vous savez que c'était déjà un peu le cas lors de l'élection de 2020 que Biden a gagné, parce que il a profité du Covid pour dire on peut pas faire de réunions publiques, on peut pas faire de meetings, ce que faisait Trump. Je fais juste des petites visios. Voilà. Alors il a pu échapper à la campagne électorale de 2020. Là, il va falloir trouver autre chose, quoi. Voilà. Peut-être Donc, Michelle Obama. Ah, écoutez, je ne sais pas. Là, franchement, je ne suis pas dans les arcanes du Parti démocrate américain, je ne sais pas. Mais il doit y avoir un vrai problème pour eux, oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la vice-présidente Kamala Harris, qui devrait devenir présidente si on appliquait les règles normales, dans la mesure où le président est empêché, personne n'en parle. Donc elle ne doit pas non plus être tout à fait à la hauteur elle-même. Très inquiétant. Deuxième pastille de l'info, c'est cette scène révoltante que l'on voit dans le service public qui se fout de la gueule de nos agriculteurs. Durant l'émission de Léa Salamé, le service public nous a offert un moment de mépris social envers les agriculteurs sous couvert d'humour. On regarde la vidéo. Je l'ai vu l'autre jour, elle était avec Jean-Claude, 57 ans. Le gars, il est éleveur de porcins dans un petit village. Le premier magasin, il est à 138 km, il est dans le Cantal. Il vit avec sa mère. Ils ont 12 dents à eux deux, tu vois. Et Jean-Claude, il dit, je gagne 512 € par trimestre, je travaille 7 jours sur 7, 17 heures par jour. Bien sûr, cette diatribe a suscité des réactions dans la presse, notamment dans le magazine Putsch. Et ce moment a eu lieu lors d'un pic d'audience dont Léa Salamé s'est targuée. Ça nous rappelle François Hollande qui accusait les Français d'être des sans-dents. La députée RN Laure Lavalette commente « Un mépris social dégoûtant, une haine décomplexée de la France, une violence inouïe. Cette émission summum de l'entre-soi parisien et la honte d'un service public bobo en roue libre. » Jean-Yves, les humoristes, ils ne sont pas censés s'en prendre aux puissants plutôt qu'aux petits gens? Oui, normalement, les humoristes s'en prennent aux puissants. Et les humoristes, dans le système actuel, comme dans tous les régimes totalitaires, s'en prennent aux plus faibles, s'en prennent au peuple. Alors, ce monsieur fait de l'humour sur la sexualité des agriculteurs. Donc, on a le droit de faire de l'humour sur la sexualité. Alors, je pense qu'il devrait réfléchir à faire de l'humour sur la sexualité du président, sur la sexualité du Premier ministre, sur la sexualité d'un certain nombre de ministres. Puisqu'on peut rire de la sexualité des agriculteurs, on devrait pouvoir rire de la sexualité de M. Macron, de la sexualité de M. Attal, de la sexualité de M. Séjourné. Là, je pense qu'il ne le ferait pas très longtemps. Il ne le ferait pas très longtemps. Et le CSA, là, l'ARCOM, pousserait des hauts cris. En disant, mais c'est pas possible, c'est honteux, c'est... Voilà. Mais là, ce malheureux agriculteur tel qu'il est décrit, ces malheureux agriculteurs tels qu'ils sont décrits, on peut ricaner là-dessus, oui. Répugnant. Troisième pastille de l'info, montons voir nos amis irlandais qui nous ont infligé une défaite cinglante lors du dernier match de rugby. Les révélations du journal Irish Mail sur le business de l'hébergement des migrants scandalisent les Irlandais. Jean-Yves, des manifestations anti-immigration ont également eu lieu dans le pays, comme le souligne le journal Le Point. Jean-Yves, pourtant, les pays anglo-saxons sont plutôt tolérants, entre guillemets, avec un Premier ministre anglais et un Premier ministre écossais musulman. Oui, absolument, mais trop, c'est trop. Et il y a effectivement un mouvement en Irlande de protestation, dont les médias parlent assez peu, même s'il y a effectivement l'article du Point que vous citez. Ce qui est intéressant aussi dans l'article de l'Irish Mail, c'est la description de l'économie de l'immigration, c'est-à-dire tous les gens qui vivent finalement de l'immigration. Mais c'est le cas aussi en France. Il y a beaucoup d'associations qui vivent de l'immigration. Il y a beaucoup d'avocats qui vivent de l'immigration. Il y a une association qui implante des foyers de migrants partout en France, qui est l'association Viltaïs, qui vit là aussi, de subventions, y compris, ce qui est quand même assez extraordinaire, de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque Viltaïs, qui est une association immigrationniste, qui implante des foyers de migrants dans la Creuse, la Corrèze et autres, est subventionnée par la région de M. Vauquier, ce qui est quand même étonnant,
quand on écoute les discours de M. Wauquiez, mais ça fait partie de l'économie de l'immigration. Ces gens-là ont la bonne conscience en bandoulière et le compte bancaire bien rempli par la bonne conscience, c'est parfait. Quatrième pastille de l'info, c'est la question de la rémigration, qui est un sujet de dissension au sein de la droite nationale. En effet, après que l'AfD, le parti patriote allemand, ait participé à un colloque sur ce thème, Marine Le Pen a annoncé prendre ses distances. Sur cette question, comme le rapporte France 24, la tête de liste Reconquête, quant à elle, Marion Maréchal, affirme que le projet de rémigration est le même que celui porté par son parti, Reconquête, le même que celui d'Éric Zemmour. Jean-Yves, est-ce que vous pensez que le projet de rémigration est faisable d'une part et souhaitable d'autre part? À minima, oui, la remigration des délinquants, la remigration des clandestins, oui, c'est souhaitable. La remigration des étrangers séjournant régulièrement mais ne vivant que de l'aide sociale est souhaitable, oui. La remigration, au moins sous forme partielle, est tout à fait souhaitable. En tout cas, elle doit être un objet de débat. Dans l'affaire qui nous intéresse, c'est la volonté des médias de faire pression sur les formations politiques pour leur dire « vous n'avez pas le droit de dire ça ». C'est une forme de menace d'extrême droitisation dont on a déjà parlé. Donc, les médias ont interrogé lors de sa conférence de presse de vœux, je crois, à Marine Le Pen, pour la pousser à se démarquer de la position de ses alliés de l'AfD qu'elle connaissait apparemment assez mal. Mais si vous voulez, là on est dans la pression médiatique. Bon, et là il y a effectivement une certaine différence de réaction face à la pression médiatique entre Marine Le Pen d'un côté, Marion Maréchal de l'autre. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est la pression médiatique. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Voilà. Et il faut prendre le droit de dire ce que les médias veulent vous interdire de dire. Voilà, c'est mon opinion en tout cas. Dernière pastille de l'info, c'est le chiffre de la semaine, 3 petits % seulement des Parisiens qui ont voté pour le triplement des tarifs de stationnement pour les véhicules lourds et hauts, également appelés SUV. Jean-Yves, vous avez un SUV, vous ? Non, parce que quand j'avais des enfants en bas âge, j'avais un monospace. Mais si j'avais des enfants en bas âge maintenant, comme certains de mes fils d'ailleurs, j'aurais un SUV, parce que c'est la seule condition pour pouvoir avoir 3 sièges bébés derrière. Voilà. Mais apparemment, ça, Madame Hidalgo, ça la préoccupe pas. Alors, plus sérieusement, ce référendum a été bidonné. La presse n'en a pas parlé. Pourquoi il a été bidonné ? Parce que on n'a pas ouvert tous les bureaux de vote. On a ouvert un petit nombre de bureaux de vote dans les quartiers plutôt favorables, qu'on pouvait penser plutôt favorables aux SUV. Et on a ouvert un grand nombre de bureaux de vote dans les quartiers où qu'on pouvait penser hostiles aux SUV. Je vous explique. Vous êtes dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. A priori, vous n'êtes pas favorable aux SUV compte tenu de la nature du quartier et de l'habitat. Alors là, vous avez un bureau de vote pour 15 000 habitants. Par contre, vous êtes dans le 15e ou dans le 16e, où il y a davantage de familles et davantage de voitures aussi. Alors là, vous avez un bureau de vote, mais pour 60 ou 70 000 habitants. Donc, il faut aller très loin, il y a des files d'attente, et donc, pratiquement, c'est beaucoup plus facile de voter pour ce que souhaite Madame Hidalgo, c'est-à-dire contre les SUV, que de voter contre ce que souhaite Madame Hidalgo. Passé Muscade, l'affaire est réglée. Les médias n'ont pas beaucoup abordé le sujet. Il leur aurait simplement fallu faire une règle de 3. On arrive au terme de ce immédiat numéro 477. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Jean-Yves, à la prochaine fois. À la prochaine. N'oubliez surtout pas de laisser le pouce en l'air, de vous réabonner parce que parfois YouTube vous désabonne de la chaîne TV Liberté. On ne se quitte pas sans le portrait piquant consacré à Anna Cabana, l'illustration des liens parfois très très étroits entre politique et journalistes. Madame Ibiza vous attend. Ne quittez pas. Les relations, parfois très très privées, entre journalistes et politiques ne sont pas une nouveauté. Dans le cadre de ce mélange des genres,
Intéressons-nous à Anna Cabana, alias Miss Ibiza. Née en 1979 à Montpellier, Anna Cabana, aussi appelée Anna Biton, est fille d'une mère professeure de mathématiques et d'un père médecin. Tous deux juifs marocains dont elle loue les qualités de baba passionné par la psychanalyse qui lise Libération. Hippocagne, Sciences Po, elle grandit entre Nîmes, Annecy, Aix et le Maroc, qu'elle tient comme son refuge. À 23 ans, elle est repérée par Nicolas Domenac qui avait lu ses articles dans Libération où elle faisait un stage. Quelques mois plus tard, elle intègre le magazine Marianne, alors dirigé par Maurice Zaffran. En juin 2007, elle est remarquée par Franz-Olivier Gilbert qui l'engage au point. Elle intégrera ensuite diverses plateformes médiatiques, dont BFM TV, où elle sera chroniqueuse, et i24 News, où elle anime l'émission Conversation. En février 2023, c'est à l'antenne de BFM qu'elle ose une comparaison suggestive entre l'Assemblée nationale et un camp de gitans. Ses qualités d'écrivain ne sont pas unanimement appréciées. La sortie de son livre, Cécilia Sarkozy, qu'elle signe de son nom de jeune fille, Anna Biton, irrite le chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Certains de ses collègues dénotent chez elle une propension à la complaisance. Elle n'hésitera pas à déclarer à propos d'Emmanuel Macron, je cite, « Il impressionne tout le monde. Ses conseillers, ses ministres, ils sont tous bluffés. Il est exceptionnel. Son tempérament, son intelligence, la chimie exceptionnelle de son être. » Ouf! Si elle admet n'avoir jamais voulu voter, elle a néanmoins fait une exception. En 2017, préférant le candidat Macron à une Marine Le Pen contre laquelle elle se sentait le devoir de voter, par obligation, dit-elle, mais point barre. Après un premier mariage avec Yves Cabana, ancien directeur de cabinet d'Alain Juppé, elle est ensuite la femme de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. C'est à ce moment que se situe un épisode burlesque. Entre deux périodes plus ou moins de confinement, elle part à Noël aux Baléares avec son nouvel époux, d'où le ministre envoie ses instructions à son ministère. Le ministre est alors attaqué pour abandon de poste. Et elle rend compte de l'incident à l'antenne sans indiquer qu'elle l'accompagnait en tant que jeune mariée, faisant les gorges chaudes du monde médiatique et lui valant le joli surnom de Miss Ibiza. Frayant de près avec les réseaux politiques, qu'elle a souvent dépeint, celle qui se revendique, je cite, comme un agent double, n'aurait-elle pas tout simplement franchi les frontières un peu incestueuses qui mènent souvent les journalistes dans les coulisses de la scène politique ?